Alors, on va continuer. J'ai perdu mes notes, bon, c'est pas très grave. Donc, la prochaine ou la deuxième partie de la journée va effectivement être consacrée aux questions des déterminants de la santé. Et cette première table ronde sera consacrée à la question du violence du parcours migratoire pour les personnes exilées. Sera animée par Nathalie Godard, qui travaille aux Missions France depuis plusieurs années. Elle a été coordinatrice Saint-Denis de Médecins du Monde, où elle a entre autres coordonné le CASO qui sera aussi figuré parmi les présentations. Donc elle connaît très bien la question de la migration et je vais m'arrêter là et te laisser présenter la table ronde. Merci Nicolas. Donc on va aborder maintenant un sujet qui est à la fois assez grave et très actuel, qui est celui des violences sur le parcours migratoire. On l'aborde avec ce chapeau général qui est celui de la survie, donc, qui est un peu le fil rouge de la journée. Et c'est vrai que cette question de la survie, aujourd'hui, elle fait vraiment partie du quotidien des personnes qu'on accompagne à Médecins du Monde, que ce soit en France ou à l'international. Et on a eu ces derniers temps l'impression que cette notion de survie, elle devenait de plus en plus prégnante, avec des menaces qui pèsent sur l'existence des personnes qu'on rencontre et qui donc se maintiennent en vie malgré ces menaces sur leur intégrité ou sur leur vie. Et sur la France, que je connais un peu mieux puisque j'y travaille depuis plusieurs années, c'est vraiment quelque chose qui s'est de plus en plus banalisé, notamment chez les personnes qui viennent dans nos centres de santé. Et une illustration, par exemple, de cette survie, c'est une famille expulsée qui se retrouve à la rue, ou un mineur non accompagné qui se retrouve également dans des situations de grand dénuement, et pour qui la priorité, c'est pas du tout la santé. La priorité, c'est d'abord trouver un toit, trouver de quoi manger. Et donc, on voit bien que la question de la survie, elle est évidemment liée à la possibilité d'aller se soigner. Et en ce qui concerne sur les questions de violence, cette violence qu'on va aborder aujourd'hui, on la retrouve également dans les récits et dans les symptômes que présentent les personnes qui viennent dans nos centres de santé ou qu'on rencontre sur nos programmes à l'international, que ce soit une violence physique, psychologique ou symbolique. En tout cas, elle est présente, on la constate. Et quand on a réfléchi à cette table ronde avec l'équipe avec qui on a préparé ça, au départ, on était parti sur une idée de violence un peu plus large. On s'était dit ce serait intéressant d'aller voir les violences qui touchent différents types de personnes avec différents sujets. Et puis finalement, c'est l'étude de MDM Belgique qui est sortie l'année dernière qui a été un peu le point de départ de notre réflexion. Et on a finalement choisi d'avoir un focus directement axé sur les questions migratoires, aussi parce que cette question migratoire aujourd'hui, elle est au centre d'énormément de sujets, qu'elle a pris beaucoup de place dans nos opérations, de fait, en France ou à l'international, en Amérique centrale ou au Moyen-Orient ou en Afrique. Et puis elle est aussi au centre de beaucoup de nos messages, des messages qu'on essaye de porter. Et puis elle est aussi très présente dans le débat public. Pour ceux qui ont réussi à tenir hier soir le débat entre les têtes de liste, vous avez vu que la question migratoire, elle était abordée en début de soirée comme quelque chose de central. Ça veut dire aussi quelque chose sur l'importance de ce sujet. Donc on va essayer d'aborder au travers de trois études qui vont être présentées. On va essayer de regarder un peu quelles sont d'essayer d'étudier un peu ces violences, d'essayer d'objectiver et de documenter ces questions, les violences qui sont rencontrées sur le parcours migratoire ou en Europe. Ces recherches, elles sont très précieuses pour nos organisations parce qu'elles nous permettent de préciser, d'objectiver les constats qui sont faits tous les jours par nos équipes. Donc pour commencer, nous aurons une présentation réalisée par Louisa Ben Abdelhafid et Stéphane Heymans de Médecins du Monde Belgique, donc une étude sur les violences policières envers les migrants et les réfugiés en transit en Belgique.
Donc, Louisa Ben Abdelhafid est data analyst à Médecins du Monde Belgique. Elle est également titulaire d'un master en santé de la science publique et chercheuse en épidémiologie. Elle a été chercheuse en épidémiologie et elle a été responsable de l'activité médicale du hub humanitaire de Bruxelles avant de rejoindre MDM Belgique. Et Stéphane Emmens, qui l'accompagne, est le directeur des opérations de Médecins du Monde Belgique. Il est titulaire d'un master en anthropologie sociale et culturelle à l'université de Louvain, d'un postgraduate à la SOAS University de Londres, et il a travaillé d'abord une dizaine d'années pour MSF Belgique, ce qu'on lui pardonne tout à fait, avant de rejoindre Médecins du Monde en 2011, sur d'abord les missions France, puis les opérations en général. Dans un second temps, nous aurons une présentation réalisée par Laura Reques-Sastre de Médecins du Monde France, qui nous présentera les résultats préliminaires d'une étude qui est en cours dans notre centre de santé, dans le CASO de Médecins du Monde à Saint-Denis, et qui s'attache à documenter les violences subies sur le parcours migratoire des personnes passées par la Libye. Donc ce sont des résultats préliminaires. Donc Laura est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle a un doctorat dans les domaines des inégalités socio-économiques en mortalité à l'Université de Madrid. Elle a travaillé pour le ministère de la Santé espagnol, l'OMS et MSF, et elle est aujourd'hui référente en épidémiologie à Médecins du Monde France. Troisième étude sera présentée par Alexandre Leclève de l'association Trajectoire, qui nous présentera une étude réalisée en 2016 sur les mineurs non accompagnés à Calais, réalisée pour le compte de l'UNICEF, qui s'appelle Ni Sain Ni Sauf. Donc Alexandre a une formation de juriste, il a été directeur de l'association Hors la rue, qui vient en aide aux jeunes en danger en Île-de-France, et avant de fonder Trajectoire, donc en 2013, qui est une association spécialisée dans la prise en compte des populations migrantes habitant en bidonville et en squat en France, et dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des acteurs concernés à orienter leurs actions dans le sens des besoins réels de ces populations. Donc cette association travaille notamment sur la question de la traite et de la migration, et elle est animée par une équipe pluridisciplinaire qui connaît bien les problématiques et maîtrise les langues des personnes rencontrées. Enfin, après ces trois présentations, qui ne devront pas 15 minutes, sinon les sanctions seront terribles, Yves Pascaud nous proposera une conclusion en tant que grand témoin de cette table ronde. Donc, il clôturera les présentations pour les mettre en perspective, notamment au regard des enjeux actuels, y compris au niveau européen. Donc, Yves est fondateur et directeur de European Migration Law. Il est docteur en droit public et spécialisé sur les questions migratoires, sur lesquelles il a énormément écrit. Il a occupé la chaire Schengen Alliance Europa de l'Université de Nantes en 2007-2018 et était le directeur du European Policy Center à Bruxelles, où il dirigeait le programme Migration et Diversité. C'est bien ? Ok. Voilà. Et il est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane et Louisa pour commencer. Juste une précision, après chaque présentation, il y aura la possibilité de poser une ou deux questions uniquement pour clarifier un point. C'est-à-dire, ne rentrons pas dans le débat tout de suite, il y aura du temps pour le débat à la fin de toutes les présentations. Mais si vous souhaitez poser une ou deux questions de compréhension, ce sera possible à la fin de chaque présentation. Voilà, je vous remercie. Merci. Stéphane. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que le sujet migratoire, en Belgique comme en France, a évidemment bouleversé l'institution depuis 2014 et était avec des tensions politiques très très fortes. Heureusement, aujourd'hui, on a le climat qui, en tout cas en Belgique, remonte à l'agenda et donc on est quelque part un peu plus, le sujet migratoire, même s'il reste évidemment très très tendu sur le terrain. Mais il y a moins de tensions au niveau médiatique et politique. Je vais juste faire un petit contexte et puis je passerai la parole à Louisa qui présentera les résultats de l'étude. Donc cette étude, elle vient d'une histoire, notamment du parc Maximilien. Donc en 2015, lors de la crise de l'accueil en Belgique, il y a un quota de demandes qui s'installe au niveau de la demande d'asile et donc il y a un camp humanitaire qui se crée au milieu de Bruxelles. Donc ça, c'est des photos du parc Maximilien
sans le camp. Donc il y a plus ou moins 1000-1500 personnes qui s'installent durant un temps assez court, enfin, pendant 3 mois, au niveau du centre de Bruxelles. C'est des personnes qui demandaient l'asile, les places d'accueil ont augmenté et le camp finalement diminue. À partir de 2017, on a une population différente qui arrive et qui se concentre aussi sur ce parc. Donc c'est ce qu'on a appelé les migrants en transit. Donc des personnes qui essayent un passage soit en Angleterre, soit vers d'autres pays. Et c'était devenu un lieu où il y avait une concentration de solidarité, mais aussi une concentration probablement de gens qui aidaient le passage. Alors ça a été dû à cause du démantèlement de Calais notamment, mais aussi vu l'augmentation de la migration au niveau de l'Italie. Donc au niveau opérationnel, il y a eu 2 réponses. On a créé ce qu'on a appelé des hubs humanitaires. Donc c'est en fait un ensemble d'associations qui se met ensemble. Donc Médecins du Monde, Médecins sans frontières, oui c'est possible. Des services juridiques. Il y avait Oxfam qui faisait la distribution alimentaire, Caritas qui faisait le suivi juridique. Et on a fait ça au niveau de la gare du Nord à Bruxelles et aussi au niveau de Zeebrugge, qui est un des lieux de passage, puisque c'est un des ports vers l'Angleterre. Alors au niveau de Zeebrugge, en gros, il y avait toujours en permanence entre 50 et 80 personnes qui errent dans les dunes. Zeebrugge, c'est vraiment un village, donc il n'y a vraiment pas grand-chose, notamment pour survivre. Donc c'est pour ça que les gens ne restent pas très très longtemps. Sur Bruxelles, on est plutôt autour de 600-700 personnes de manière constante autour de la gare du Nord qui errent. Et il y a un autre lieu maintenant qui a commencé vers Namur, près de parking d'autoroute. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces... Et non, alors la deuxième réponse opérationnelle, ça c'est quand même quelque chose en Belgique qu'il faut saluer, c'était une création d'une plateforme citoyenne qui a hébergé plus de 250-300 personnes par nuit, donc des citoyens qui allaient chercher tous les jours au parc Maximilien des personnes pour les héberger 1, 2, 3, 4, 5 jours en fonction un peu de leurs moyens logistiques. C'est sûr que quelque part la demande, l'offre de services a quelque part aussi amené cette concentration. Et c'était quoi la réponse, on va dire étatique? Il y a eu plusieurs types de réponses, parce que la Belgique est compliquée, il y a plusieurs niveaux de pouvoir, il y a plusieurs tendances politiques. Mais il y a eu régulièrement des descentes de police donc massives dans le parc. Il y a eu évidemment des placements de combi de police devant les lieux de consultation qui empêchaient les gens évidemment de venir. Et donc il y a eu notamment sur Zeebrugge, plus que probablement sur Bruxelles, une vraie... on pourchassait les gens dans les dunes, on confisquait les biens des migrants, etc., etc., des choses que vous avez vues et vécues à Calais aussi. Donc on a fait un peu notre posture, quelques comités de presse, quelques indignations, etc., puis on s'est dit ça ne marche pas beaucoup, donc on va essayer d'aller plus en dialogue, et on a construit donc cette étude. Et ce qui est intéressant au niveau de la méthodologie, c'est qu'on l'a construit avec le comité P. Le comité P, c'est l'instrument de surveillance des services police en Belgique, et on a construit la méthodologie avec eux. Donc on a eu plusieurs réunions avec le comité P. On l'a construit avec Myria, qui est aussi un centre public d'études de la migration, alors qui est indépendant, mais qui permet quand même des liens avec l'État différents que simplement une posture société civile, on va dire ONG versus État. Et donc ça nous a permis de faire ce rapport. Et je passe tout de suite le micro à Louisa. Merci. Alors, je vais essayer de présenter brièvement la méthodologie. On a opté pour une méthodologie mixte, quantitative et qualitative. Au niveau de la collecte de données, comment est-ce qu'on s'est organisé? Elle s'est essentiellement passée donc, sur les projets de Médecins du Monde, format hub humanitaire, donc à Bruxelles, avec une petite collecte de données aussi à Zeebrugge et Ostende. Mais comme les projets sont beaucoup plus petits, ça s'est essentiellement concentré à Bruxelles, et c'est le projet que je connais le mieux. Donc, je vais essentiellement parler de Bruxelles. Comment est-ce qu'on s'est organisé? Donc,
il faut savoir que sur le hub humanitaire, vous avez une grande salle d'accueil qui peut accueillir environ 200 personnes. Et donc, 2 enquêteurs formés ont circulé dans cette salle d'accueil pour discuter avec les migrants, expliquer le but de cette étude et essayer de leur poser donc, les questions plutôt quantitatives. Quand on avait une réponse positive à est-ce que vous avez subi des altercations avec la police, des violences policières, est-ce qu'on vous a confisqué du matériel, des choses comme ça, on les invitait à la deuxième partie de l'étude qui était plutôt qualitative, donc dans un endroit anonyme, dans une salle qui était au sein du hub humanitaire. Donc au sein du hub humanitaire, on présentait plusieurs services et ce qui nous permettait d'avoir des personnes qui venaient à la fois pour se reposer, pour avoir un moment au calme, puisque c'est un lieu sanctuarisé, mais aussi pour des personnes qui avaient besoin de voir un médecin ou avoir un avis juridique. Donc c'est cette disposition-là qui permettait donc d'avoir des gens qui venaient avec différents profils, mais qui étaient toujours ce qu'on ciblait, donc des personnes en précarité, sans autre possibilité de recours que ce hub humanitaire, puisqu'il est tout à fait à côté du parc Maximilien. Donc ça, c'est la méthode collecte de données. Au niveau de la méthode d'analyse de données, qu'est-ce qu'on a ? On a opté donc pour une typologie qui était en accord avec la typologie des violences de l'OMS. Donc on a classé ça en violence physique et en violence psychologique. Donc si vous demandez pour les violences psychologiques comment on a choisi, on s'est vraiment placé du point de vue de la victime. Donc comment la victime présentait sa violence. Et c'est là que la partie qualitative de l'étude a vraiment été super importante pour nous, puisque en fonction de ce que la victime présentait comme étant l'élément traumatisant, certaines violences qui semblent être les mêmes ont été classées ou en psychologique ou en physique en fonction de ce que la personne retirait comme élément vraiment violent dans le rapport avec la police. On a ensuite catégorisé toutes ces violences en 5 phases en fonction de ce que le comité P nous avait recommandé, donc qui correspondent aux 5 phases d'une arrestation classique policière, donc que vous voyez ici, et le tout en accord avec la définition de la torture sur le protocole d'Istanbul pour être en accord avec les normes internationales. Je vais vous présenter quelques... Ah non, hop, désolé, mauvais sens. Oui, voilà. Quelques résultats. Alors, je vous invite à vous rapporter à notre rapport où l'ensemble des résultats sont dedans. Ici, c'est une sélection vraiment des résultats quantitatifs parce que c'était les plus simples à présenter en quelques minutes. Donc, on a eu 29 demi-journées sur 3 mois de collecte de données avec ces 2 enquêteurs dédiés à ça. En plus de ça, les médecins et les infirmiers bénévoles et les sages-femmes bénévoles du hub humanitaire de Médecins du Monde ont été sensibilisés à la question et donc invités à la poser systématiquement en consultation quand le motif de consultation faisait penser, alors j'aime pas trop cette version-là, mais pouvait être lié à une violence. C'est-à-dire quand on avait quelqu'un qui venait avec une blessure au poignet, par exemple, ou si on avait des traces de marques, essentiellement de positions douloureuses, par exemple, des choses comme ça, on invitait les médecins à poser la question de l'étiologie de la blessure et si elle était originaire d'une violence, alors ils appelaient les enquêteurs et les enquêteurs proposaient donc à la personne d'avoir accès à l'enquête qualitative et d'établir si elle désirait un certificat de coups et blessures. Donc sur ces 29 demi-journées, on a pu interroger 440 personnes. Sur les 440 personnes, 25%, pas 25 personnes, 25% ont déclaré être victimes de violences, qui représentait environ 110 personnes. En plus donc une fois que ces personnes ont déclaré être victimes de violences, on leur a donc proposé la 2e phase de l'étude. Et là, on a eu 59 répondants. Après analyse de ces récits-là, on n'en a gardé que 51. Les autres récits étaient des récits où l'action policière était proportionnée face à la situation, c'est-à-dire, par exemple, un plaquage au sol, mais quand la personne s'enfuyait. Ça, c'est compris dans ce que la police a le droit de faire. Si la personne court, la police a le droit de lui courir derrière et de la plaquer au sol. Et donc on ne pouvait pas reprendre ça. C'est discutable, mais on ne pouvait pas reprendre ça comme étant une violence policière. Si on voulait être entendu par les autorités, il fallait que ce soit réellement disproportionné par rapport à la personne. Donc ça, c'est au niveau de notre échantillonnage. On a eu avec ça donc 13 constats médico-légaux de coups et blessures que les médecins bénévoles de Médecins du Monde ont pu donc constater, donc des violences relativement fraîches avec des marques sur le corps.
Au niveau de ces témoignages-là, on a eu environ 101 événements. Donc, ce qui veut dire que quand une personne témoigne, il est possible qu'elle ait plusieurs éléments violents au cours du même témoignage. Donc, il est possible que le policier l'ait maltraité au moment de l'arrestation, l'ait humilié et ensuite lui ait confisqué son téléphone, ce qui fait 3 événements, donc d'où le chiffre de 101 sur lequel se basent les études. On a fait un focus particulier sur les mineurs, puisqu'on a eu aussi un nombre important de mineurs qui étaient concernés. Au regard de nos chiffres, c'était environ un tiers, donc 27,5% de mineurs interrogés qui étaient concernés par ces violences. Alors au niveau de la... non, toujours pas, je vais y arriver. Voilà. Au niveau de la classification des violences, on peut noter que l'endroit où les violences ont lieu le plus souvent ont été souvent au commissariat avant l'incarcération. Donc de quel type de violence on parle? On parle essentiellement de violence psychologique. Donc je vous expliquais que c'était en fonction de ce que la personne avait ressenti. Ce qui est majoritaire, ça va être par exemple des fouilles à nu non justifiées, dans des positions humiliantes. Où, ça, c'était quelque chose qui revenait très souvent et qui nous est venu surtout des enquêtes qualitatives. Parce que de prime abord, on va peut-être mettre dans une violence physique parce qu'on va se dire oui, c'est vrai que déshabiller quelqu'un, c'est relativement physique. Mais l'élément marquant pour les personnes, c'est vraiment cette humiliation. Il y a aussi des temps en cellule à moitié nus avec la climatisation très forte, des choses comme ça. L'autre point important, ça a été sur le terrain. Donc là, ça va être essentiellement des coups et blessures au moment où la personne est déjà contrainte avec des menottes ou des colsons, par exemple. Voilà, ça c'est à peu près la typologie. Je ne vais pas revenir plus longuement dessus. Tous les détails sont dans le rapport que je vous invite à lire fortement. Alors au niveau des limitations de l'étude, alors il est évident que vous avez vu que l'échantillon n'était pas très très grand. On a rencontré beaucoup de problèmes pour récolter ces témoignages-là. La plupart des migrants, en fait, une fois qu'ils nous avaient dit oui, ne voulaient pas témoigner. Vous avez vu qu'on a perdu beaucoup de personnes. Alors pourquoi? Souvent, ils ne comprenaient pas l'intérêt de l'étude, même si on essayait d'expliquer. J'ai oublié de signaler que la plupart des personnes qu'on reçoit sur le hub étaient érythréennes, éthiopiennes, soudanaises. Et tout le travail a été fait en collaboration, évidemment, avec des interprètes amhariques, tigréniens, arabes et un médiateur culturel, sans quoi c'est impossible de discuter avec les bénéficiaires. Donc malgré l'intervention de ces médiateurs culturels et des traducteurs et un gros travail de notre part pour essayer d'expliquer l'intérêt du plaidoyer, la plupart des personnes, et c'est compréhensible dans l'urgence de leur situation, ne voyaient pas l'intérêt de témoigner. L'autre partie qui a beaucoup de peur de représailles, donc beaucoup, bien que l'anonymat ait été garanti, avaient peur que ces informations remontent à la police ou puissent d'une façon ou d'une autre leur être reprochées. Vous avez remarqué qu'on n'a pas utilisé d'écriture inclusive, c'est parce qu'on n'a pas eu de témoignages de femmes. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas de femmes. Sur le hub, on a environ 10% de femmes qui fréquentent nos services, même un petit peu plus maintenant. C'est juste qu'on n'a pas eu de témoignages, c'est-à-dire qu'elles souvent elles ne veulent pas répondre. C'est encore un public plus difficile à atteindre que les migrants. Dans les études qu'on est en train de mener maintenant, on a réussi à essayer de contrer au maximum cet effet, mais ça reste des personnes difficiles à atteindre. Donc ça, c'est une des limitations importantes de notre étude. Donc il est clair qu'on n'avait pas la volonté d'être statistiquement significatif, mais en tout cas de pouvoir faire exister un phénomène. Voilà. Alors juste l'impact de ce type d'études. Donc ce qui était intéressant, donc, c'était la méthodologie, et ça a eu un impact de travailler avec des institutions publiques type Comité-P, type Myria, pour aussi travailler sur des canaux sur lesquels on a peu accès en tant qu'ONG. Donc ça, je pense que c'était un des impacts. Après, le rapport a eu un impact médiatique assez important, et donc une prise en compte de la problématique de la violence policière dans le champ du débat public. On a eu 2 rencontres avec le Premier ministre, pas le secrétaire d'État sur la migration, parce que lui a assez vite minimisé la problématique et minimisé le rapport, notamment sur base des chiffres et en disant qu'il n'y avait pas assez d'un groupe pour vraiment dire que c'était significatif. Le Premier ministre s'était engagé, donc on demandait essentiellement 2 choses, donc un centre d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire un espace où ces migrants en transit peuvent se poser, puissent être véritablement orientés, puissent être véritablement informés sans être pourchassés. Donc ça, c'était une chose. Et l'autre, c'était un lien beaucoup plus fort avec la police pour faire des formations, des sensibilisations et pouvoir faire remonter des cas de violation de manière beaucoup plus grande, et donc des lieux de concertation avec les chefs de corps et les
les ONG sur le terrain. Donc le Premier ministre s'était vraiment engagé à travailler sur cette notion de formation et de faire un plan d'action par rapport à nos recommandations. Malheureusement, le gouvernement est tombé. Donc depuis lors, on attend les élections puisqu'on est en affaires courantes. Donc tout s'est un peu arrêté. Donc le 26 mai, on vote et on reprendra le dossier par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que globalement, sur Zeebrugge, alors est-ce que c'est à cause du rapport ou pas, c'est toujours difficile, mais il y a eu un changement parce qu'il y a eu des élections communales et donc il y a eu une volonté de créer un point d'info au niveau de Zeebrugge. Ils ont arrêté un tout petit peu la traque policière, en tout cas au niveau de Zeebrugge, pas au niveau de la frontière et en Flandre orientale, au niveau de la frontière avec Calais, etc. Mais au niveau de Zeebrugge, c'est plus calme. Et au niveau de Bruxelles, on a cet espace. Quelque part, les descentes policières sont beaucoup moins fréquentes. Est-ce que c'est à cause du rapport ou pas? C'est toujours un peu compliqué à savoir. Et alors, juste peut-être, mais Yves en parlera plus longuement, ce rapport fait partie d'une méthodologie qu'on veut construire, d'une initiative que Médecins du Monde porte, ça s'appelle Ending Violence Against Migrants, et l'idée c'est de labelliser une forme de méthodologie et d'évaluer la violence et de profiter de la violence, d'utiliser, pour éviter de rentrer dans des débats un peu compliqués entre les défenseurs des migrants et puis les défenseurs de la gestion. Tout le monde est d'accord, il y a une espèce de compromis de dire qu'il faut travailler sur la violence. Et donc c'est une ASBL qui va être lancée mi-mai avec plusieurs ONG, mais il va en parler de manière plus approfondie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour des points de clarification? J'en prendrai deux, vraiment pas plus. Tu me le fais? Oh, j'en ai une là et une là. Voilà. C'était qui la deuxième? Il y en a une là-bas, Fanny? Je passerai. Non, allez-y. Merci, allez-y. Déjà, bonjour, merci pour votre présentation, merci pour votre travail, qui est joli, je vous l'avoue. Moi, j'avais juste une petite question technique par rapport aux agressions des agents de police, qui a réduit l'échantillon à 51, c'est ça? 51 dossiers. Sur les critères des agressions, vous avez parlé d'acceptabilité, d'agression ou pas. C'est qui fixe ce point? Parce que le plaquage au sol, il y a plaquage et plaquage. Alors, c'est des critères qui ont été établis avec le comité P, qui nous a réexpliqué exactement comment se passait une arrestation, qu'est-ce qui était admis ou pas, qu'est-ce qui était enseigné dans un manuel ou pas, à quel moment la personne avait une attitude violente et à quel moment ça justifiait telle et telle intervention. C'est pour ça que je ne l'ai pas signalé, mais le questionnaire fait environ 50 questions et dedans il y a vraiment des longues parties de récits où le migrant explique, la victime explique exactement dans quelles conditions s'est passée son arrestation, et c'est basé sur cette analyse-là, avec la grille que nous avait fournie le comité P de compréhension et de lecture d'une arrestation qu'on a écartée, mais vous voyez, il y en a très peu qui ont été écartés, puisqu'il n'y en a que 8 qui ont été écartés au final, et qui considèrent, de mémoire, je ne me souviens pas des 8 dossiers, mais un des dossiers, par exemple, c'était que la personne s'était fait, on l'avait retenu par le pantalon, quand il était en train de grimper une grille. Donc effectivement, c'est vrai qu'il s'était blessé, mais ça restait une intervention classique de policier il avait déjà été sommé plusieurs fois de s'arrêter, il avait continué à s'enfuir, il avait grimpé une grille, et donc les policiers ont descendu, on n'a pas pu retenir ça comme une violence, par exemple, si ça peut répondre à la question. Allez-y. Bonjour. Du coup, moi, c'était plus pour les questions des violences envers les mineurs.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou s'il y a eu un problème de fourchage de langue ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais en gros, c'était pour les actes qui concernent les mineurs. Est-ce que c'est un tiers des actes violents qui concernent les mineurs ou un tiers des mineurs concertés qui ont été cibles d'actes violents? Il y a eu un tiers des interrogants qui étaient mineurs. Donc, on avait 14 mineurs qui ont répondu. Donc, sur nos 51, ça faisait un tiers de personnes. D'accord. Ouais. À savoir que sur le hub humanitaire, pour vous donner une idée de grandeur, on a donc 13% de femmes et environ la même chose de mineurs déclarés. D'accord. Donc, ça paraît cohérent. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, il y aura un temps de questions, évidemment, à la fin des interventions. Je passe la parole à Laura Requestastre pour la présentation des résultats préliminaires de l'enquête auprès des migrants reçus dans le CASO de Saint-Denis. Laura, je t'en prie. Ok, bon, merci beaucoup pour nous donner l'opportunité de présenter les résultats préliminaires de cette étude et qui a comme titre État des lieux sur les violences suivies pendant le parcours migratoire par les migrants qui ont transité par la Libye, l'Italie et la France. Il s'agit d'une étude transversale que c'est à ce moment, dans sa période d'implémentation, et qu'on est en train d'implémenter dans le CASO, Saint-Denis, le centre d'accueil, soins et accompagnement. Et on va vraiment juste donner des résultats préliminaires. Alors, on a décidé de ne pas donner beaucoup de chiffres. C'est plutôt les lignes générales, les tendances qu'on est en train de découvrir sur le terrain. Et après, on aura du temps pour une présentation officielle des résultats avec plus de chiffres dans un autre moment. Ouais. OK. Alors, juste pour parler un peu du contexte de l'étude. Et bon, il faut juste dire que la nécessité de mettre en évidence cette problématique est venue du terrain. Et les travailleurs, les personnes qui travaillaient dans les terrains ont commencé à mettre en évidence un nombre croissant de personnes qui étaient passées par la Libye, notamment l'année dernière, les 2 dernières années, et qui avaient une souffrance psychologique importante. Un risque de compensation psychologique évident dans les consultations médicales. Et bon, on a trouvé important de répondre à ces questions. On a essayé de faire une étude mixte avec l'équipe de Médecins du Monde Italie. Mais finalement, ce n'était pas possible. Et on voulait évidencier cet épisode de violence suivi surtout dans la voie Méditerranée centrale. Parce que la Libye, c'est un point chaud et la majorité des personnes qui avaient des troubles psychologiques importants étaient passées par la Libye. Alors normalement, la voie migratoire, c'est la Libye, après l'Italie, après la France. Et on s'est demandé aussi, on s'est questionné un peu comme pays d'accueil, qu'est-ce qu'on fait après, une fois que les personnes sont arrivées, et comment on les traite, et aussi quelles sont les violences qu'elles peuvent expérimenter après l'arrivée. Alors, c'est pour ça qu'on a essayé d'étudier ces 3 pays. C'est vrai que les personnes qui passent par les CASO, normalement, sont passées par la Libye, après l'Italie, et après la France. Alors, on a eu la possibilité d'avoir cette photo de 3 pays. Et comme antécédent de l'étude, on a fait une revue de la littérature l'année dernière et on a évidencié que même s'il y avait beaucoup d'informations du terrain, des acteurs du terrain, des ONG qui travaillent sur le terrain et beaucoup de témoignages de personnes qui sont passées par la Libye, mais il y avait un manque d'études robustes qui vraiment arrivent à spécifier, à quantifier les épisodes de violence et les types de violence. Les études les plus robustes, on va le présenter ici avec nos collègues. Et bon, et ça nous a donné la nécessité de compléter un peu la recherche avec les objectifs que je veux exposer. Alors, notre objectif principal, c'est une estimation de la prévalence
des violences directes et indirectes, c'est-à-dire témoignages aussi, suivis par les migrants pendant le parcours migratoire en Libye, Italie et France. Alors, c'est une enquête en 3 parties. On avait comme objectif secondaire d'écrire cet épisode de violence en fonction du sexe, en fonction de la typologie de la violence, en fonction des auteurs des violences aussi, documenter l'accès aux soins suite à ces violences, documenter le besoin de support psychologique, ça c'était une partie importante, et renforcer la sensibilisation sur ces sujets parmi les équipes, parmi la population générale pendant la diffusion du rapport pour contribuer au plaidoyer. Pour parler très vivement de la méthodologie de l'étude qu'on est en train d'implémenter. Comme je viens de dire, c'est une étude transversale monocentrique. C'est basé dans un questionnaire comportant des questions ouvertes et fermées. La localisation, c'est le cas Saint-Denis. On a commencé la période d'implémentation le 8 février. On a envisagé de finir les recrutements à la fin de 7 mois ou le mois de mai. Et le type de violence analysée, on a différencié 3 types de violences. Les violences physiques, les violences de type sexuel et les violences de type privation ou négligence. Dans les violences physiques, on différencie aussi s'ils sont avec armes à feu, au sens armes à feu, et on distingue tout type de blessures, agressions, coupe de feu, menaces. Pour les violences sexuelles, on a distingué aussi le harcèlement sexuel, l'attouchement et les viols. Et pour les violences de privation, c'est surtout lié aux détentions avec privation alimentaire, détention avec demande de rançon, raquettes, séparation des conjointes, et principalement ça. Les critères d'inclusion sont toutes les personnes qui sont passées par notre structure, qui font une consultation médicale, qui ne sont pas mineurs, on n'a pas pris des mineurs, et qui sont en situation de migrantes, et qui ont transité par la Libye et arrivé en Europe à partir de 2017. On voulait éviter le biais de mémoire. Alors, l'arrivée, c'est à partir de 2017. Et ça, c'est très important aussi. On a exclu les personnes qui avaient un risque de compensation psychologique à la suite du questionnaire. Et je vais l'expliquer après. L'étude a été approuvée par un comité d'éthique et on a essayé de recueillir aussi des données qualitatives, même si ce n'est pas envisagé comme une méthodologie mixte, mais c'était très important. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire des témoignages, vraiment, préféraient témoigner que répondre à des questions fermées. Et on l'a laissé parler et on a beaucoup d'informations qualitatives pour arriver à mieux expliquer quelques concepts, à mieux explorer quelques aspects qui ne sont pas faciles à répondre dans une question fermée. Ça, on va l'ajouter au rapport aussi. Et je ne vais pas beaucoup parler du design de l'étude, mais juste pour dire qu'on a décidé de faire les recrutements dans les consultations médicales du CASO, parce que c'était un sujet très sensible qui requérait une privacité. Alors, les médecins et infirmières ont testé les critères d'éligibilité. Après, les personnes ont passé à une autre salle avec nos secrétrices. Et dans la salle, on a testé le signe de décompensation. L'équipe psycho était toujours présente dans les CASO. Et après, la personne, même si elle acceptait de participer, il n'y avait pas beaucoup d'évidence d'un trauma psychologique, et pouvait arrêter. Et quelques personnes ont arrêté le questionnaire parce que c'était très difficile pour eux de remémorer toute l'expérience. Et finalement, on a toujours donné la possibilité de faire une orientation vers l'équipe psycho pour une prise en charge à niveau santé mentale. OK, alors juste pour donner un peu les résultats préliminaires à ce moment, et on a vu 61 personnes éligibles dans les consultations médicales. Il y en a eu 9 qui ont refusé de participer. Il faut respecter parce que normalement, c'est lié à une souffrance psychologique. Il y a des personnes qui arrivent et ne parlent plus de la Libye. Ils vont oublier, ils ne vont pas parler.
Alors, il faut respecter tout ça, bien sûr. Et on a eu 53 personnes vues dans les box de l'enquête. Il y a eu un autre 5 personnes qui ont exclu pour ces causes d'un risque de décompensation ou eux-mêmes ont décidé d'arrêter le questionnaire parce qu'ils trouvaient du mal à parler. Et finalement, à ce moment, on a 48 personnes incluses. Notre objectif, c'est d'arriver à 78. Alors, on espère bien terminer dans un mois. Et juste en grande ligne, en général, on a plus de représentation de hommes, même si on a eu des femmes aussi. 36 hommes, 12 femmes, l'âge moyen est 38 ans. En général, ils sont au niveau d'études primaires inférieures. La majorité des personnes n'ont jamais allé à l'école. Et comme pays d'origine, on a une représentation très importante de Mali et la Côte d'Ivoire, notamment. Il y a 4 ou 5 pays de plus, mais Mali et Côte d'Ivoire, c'est le principal. Et la raison du départ du pays d'origine, c'est normalement sécuritaire économique. Et ça, c'est pour dire que normalement, la violence commence avant le parcours migratoire et c'est un continu pendant tout le parcours migratoire. On a mesuré la Libye, l'Italie et la France, mais déjà, les raisons pour quitter son pays d'origine sont sécuritaires et des violences liées à la violence directement, dans beaucoup de cas. Et il y a eu 65% des personnes qui ont accepté être orientées vers un support psychologique à la suite de l'entretien et qui ont été prises en charge. Et très brièvement, parce qu'on ne peut pas donner beaucoup de chiffres, non? Mais pour avoir la photo de la Libye, que c'est la plus impressionnante, si on parle à niveau global, presque tout le monde a subi des épisodes de violence et qui étaient spécifiés dans le questionnaire. C'est 97% des hommes, 91% de femmes. Et l'autre chose importante, c'est que l'accès aux soins, c'est pratiquement inexistant en Libye pendant tous les séjours. On ne voit pas les docteurs, ça n'existe pas. Et vous voyez que la durée médiane du séjour, c'est de plus de 6 mois. Alors, on ne passe pas très vite par la Libye. Il reste vraiment des mois. Dans des conditions d'enfermement, quelquefois dans des conditions de travail forcé, esclavage. Et on pourrait dire que la violence en Libye n'est pas anecdotique ou ponctuelle, c'est vraiment structurel et presque quotidien. On demande s'ils ont eu des épisodes de violence avec armes de feu. Ils disent oui, une fois, non, 2 fois, non. Tout le temps. C'est vraiment sa vie. Quand on demande s'ils ont été détenus, quelquefois par la police, par quelqu'un, d'abord, ils n'arrivent pas à identifier les auteurs de violences. C'est juste, oui, j'ai passé 2 mois, 3 mois, 4 mois enfermée dans un trou. Je n'arrivais pas à distinguer le jour de la nuit. J'étais forcée à travailler tous les jours, j'étais frappée tous les jours. Alors, c'est vraiment, on essaye de mesurer une prévalence, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ils disent que ça, c'est plus le qualitatif, mais c'est l'enfer. La Libye, c'est l'enfer, et c'est pour ça que beaucoup de monde, une fois qu'ils sont traversés, ils vont oublier. Pour quelques personnes, c'était la première fois qu'ils parlaient de la Libye, après le passage. Et on voit en général plus de violences physiques pour les hommes et plus de violences sexuelles pour les femmes, aussi d'une façon réitérée. C'est pas 1 fois, 2 fois, c'est réitéré. Emprisonnement de longue durée et un manque presque total d'accès aux soins. Des autres situations spécifiques comme avortement insécurisé ont été aussi exprimées plus d'1 fois. Et après, on passe à l'Italie et une fois qu'on a traversé la Libye, on dit que peut-être on est un peu biaisé parce qu'une fois qu'ils ont parlé de tous ces événements, ils disent non, l'Europe c'est le paradis.
Après, quand on commence à demander un peu en profondeur, c'est pas du tout un paradis, mais pour eux, il faut un peu se focaliser. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent, il y a aussi des épisodes de violence importantes. En global, c'est 33 pour les hommes et 17 pour les femmes. L'accès aux soins en Italie, c'était une des principales raisons qu'ils citaient pour quitter le pays. La différence, c'est que c'est normalement plus anecdotique, plus ponctuel. C'est pas structurel. Et la durée moyenne en Italie, c'est aussi très longue. Il y a des longs séjours dans les campos, il y a des difficultés d'hébergement, difficultés d'intégration, problèmes liés au racisme. Quelquefois, ils parlent de ça, mais pas très clairement. Et accès au travail et détention policière occasionnelle, mais on ne nous a pas parlé d'une violence liée à la détention policière. Et vraiment, on n'a pas trouvé ça ni pour l'Italie ni pour la France jusqu'à ce moment. Finalement, en France, et on n'a pas parlé d'accès aux soins parce qu'on est très biaisé, on est dans les CASO, alors les personnes ont accès aux CASO. Mais le pourcentage de violences globales en France a été noté 22% pour les hommes, 17% pour les femmes. Ici, c'est beaucoup lié à la violence physique due aux conditions d'hébergement. J'ai gardé cette diapo parce qu'à ce moment, au moment des questionnaires, plus de la moitié des personnes dorment dans la rue en France, après des mois. Et ça, c'est lié vraiment à la violence, mais il faut demander parce que d'abord, ils ne le disent pas. Une fois qu'on commence à faire des questions fermées, et oui, il y a surtout des violences physiques, surtout entre civils, et pour ce problème de trouver de la place dans le métro. Non, c'est ma place, c'est la mienne, trouver à manger. Et c'est ce type de choses liées aux conditions d'hébergement. Et surtout, on a évidencié des difficultés d'accès au hébergement digne, de travail, de conflits sociaux entre civils et aussi de tensions occasionnelles par la police, mais pas de violences liées aux détentions pour l'instant. Et juste pour finir, quelles sont les tendances de l'étude qu'on présentera dans une deuxième étape. Mais en général, on a objectivé des violences structurelles en Libye, violences qu'on pourrait dire plus institutionnelles en Europe, conditions d'hébergement, c'est aux soins, droit, travail, intégration, et nombreuses orientations vers une consultation de santé mentale à l'issue de l'entretien et une souffrance physique liée du départ à l'arrivée. Alors vraiment, le parcours migratoire, c'est lié à la violence. Et juste pour finaliser l'utilisation de l'étude, bon, on fera un rapport scientifique. Il y aura une stratégie de communication avec des événements médiatiques. Et on a 3 finalités, un peu en termes politiques ou de plaidoyer, de dénoncer les violences subies pendant tout ce parcours migratoire, de légitimer un accueil digne en France, de contribuer à rendre illégitime toute opération de refoulement des réfugiés vers cette zone qui connaissent une grande violence et de favoriser la prise en charge psychique et physique des personnes exiliées dans le système de santé français. Pardon. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Laura. Moi, je vais faire juste un commentaire avant de passer la parole. Il se trouve que je connais très bien cet endroit, puisque j'y ai très longtemps travaillé. Ce qui est un des éléments intéressants, c'est que Laura disait que toutes ces personnes ont été victimes de violences. Ce sont des personnes qui viennent majoritairement de Côte d'Ivoire et du Mali, donc qui ne vont pas demander l'asile en France, qui ne seront pas qui vont être considérées en France comme des migrants économiques, alors qu'elles ont subi toutes ces violences et qui donc ne pourront même pas prétendre à la protection, à l'accès à l'hébergement par exemple qui est proposé aux demandeurs d'asile. Donc cette étude permet aussi de casser un peu une image qu'il peut y avoir en France d'un tri un peu facile entre les migrants économiques et les migrants politiques, alors qu'aujourd'hui tous ceux qui passent par la Libye subissent le même traitement. Voilà. Je passe la parole à une ou deux questions de clarification très courtes, s'il vous plaît, juste pour une meilleure compréhension de l'étude. Il faut changer un peu, c'est toujours les mêmes qui posent les questions. Allez-y.
Allez-y, allez-y. Bah, merci encore pour la présentation. C'est très triste ce qu'on entend aujourd'hui. C'est particulier. Je sais que c'est un pré-rapport. Actuellement, c'est au stade de pré-rapport. Comparé à ce que... L'étude est en cours, en fait. Oui. L'étude n'est pas finie. C'est-à-dire qu'il y a encore des questionnaires qui sont passés. Tout à fait, j'ai bien compris. C'est-à-dire que... Voilà. Par rapport à l'échantillon, même un petit peu remarque que les collègues belges. Mais les collègues belges ont remis le rapport au Premier ministre. Là, j'ai bien compris que c'était un rapport scientifique. Et par contre, le destinataire, par la suite, à la fin de cette étude, ici en France. Alors, je vais passer la parole à Christian Reboul, puisque c'est notre référent plaidoyer sur les questions migratoires. Voilà, donc Christian Reboul. Effectivement, on a parlé de la partie scientifique et Laura a présenté les résultats préliminaires. L'idée à la suite de ce rapport scientifique est d'avoir un traitement politique vraiment de ces résultats, déboucher aussi sur un rapport de plaidoyer politique, un policy brief, on verra comment on l'appellera, qui reliera les principaux résultats de l'étude scientifique, des témoignages et puis des recommandations politiques. On a les trois finalités en termes politiques, ça va structurer en gros les recommandations et on voit apparaître à peu près les cibles de ces recommandations. Dans le premier cas, ça sera les États membres et en particulier... pour la première finalité, ça sera surtout les autorités bien sûr françaises, les autorités aussi sanitaires, le ministère de l'Intérieur. Dans le 2, on voit évidemment le lien avec la politique européenne de migration. Donc ça sera plutôt la France en tant qu'État membre, mais aussi les autres États membres. Et puis le troisième, très marqué sur la santé et la nécessité de la prise en charge sanitaire. Voilà. Alors, étant donné le timing, je regarde Laura, nous aurions pu... non, ça va être très difficile avant les élections européennes. Donc ça viendra après. Simplement, on s'aperçoit de toute façon que cet enjeu sur la route de la Méditerranée centrale ne cesse de rebondir. Dernièrement, on a appris que la France, par exemple, allait offrir des vedettes rapides aux gardes-côtes libyens. Donc on pourra se servir aussi des résultats pour venir contrer, délégitimer cette idée que l'on puisse refouler les personnes vers la Libye. Et puis hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était en Libye et a aussi déclaré qu'il était choqué par ce qu'il avait vu. Donc c'est une question qui revient tous les autant. Donc on trouvera une date un peu spécifique, un moment politique pour lancer l'étude. Merci beaucoup. On prend éventuellement une deuxième question rapide. S'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, ça veut dire que c'était absolument limpide. Merci beaucoup, Laura. Donc, on va passer la parole à Alexandre. Est-ce que tu peux... Je suis un peu mal placée. Donc, Alexandre Leclève de l'association Trajectoire, qui va nous présenter l'étude réalisée en 2016 pour l'UNICEF concernant la situation des mineurs non accompagnés à Calais, enfin dans le nord de la France plus largement. Alexandre, je te laisse la parole. Bon, j'ai compris qu'on n'avait que 15 minutes, donc je vais faire attention. Ouais, vraiment, une minute. Voilà, merci okay. beaucoup. Non, juste l'idée de présenter l'étude, c'est vous présenter deux axes de l'étude. C'est la méthodologie et du coup aussi la posture de l'association. Je pense que c'est important, notamment, ça répond peut-être aux questions de Stéphane sur l'objectivité des études qu'on peut mener et du coup le rapport qu'on peut créer avec les pouvoirs publics. Je crois que c'est ça surtout l'intérêt. Et puis, évidemment, le fond de l'étude. Alors, si ça marche, effectivement, ça marche. Alors, quand même rapidement, sur Trajectoire. Trajectoire est une association assez récente. Le but, c'est vraiment d'avoir une connaissance très fine du terrain. Bon, ça, c'est la base de notre travail. C'est-à-dire de diagnostiquer les situations. Donc, c'est vrai qu'on est spécialiste des populations migrantes dites à la marge des dispositifs. Où il y a des difficultés notamment pour les stratégies d'insertion et aussi l'analyse du droit commun. Donc on se met sur cette posture d'avoir une vision la plus globale et la plus objectivée possible. Dans ce cadre-là, effectivement, on est dans une posture où on n'est pas accompagnant et on n'est pas dans une logique d'opérateur. Notre travail, c'est faire du diagnostic et on pense qu'on doit distinguer la phase analyse de la phase accompagnement. Bon, ça, on pourra en reparler éventuellement. Et puis, évidemment, que notre travail, il ne vient pas remplacer l'action des associations qui sont présentes sur le terrain et qui ont une vision. Mais tout ça, c'est un travail complémentaire qui permet d'avoir une vision la plus large possible.
Donc ce que je vous disais, pas d'accompagnement direct et également pas de plaidoyer en direct. Ça c'est important. Pourquoi ? Parce que derrière, si on veut justement que notre étude soit considérée comme assez robuste sur le plan scientifique, on ne peut pas faire de plaidoyer. Enfin ça c'est notre conclusion. Que derrière on serve effectivement à nourrir des structures qui font du plaidoyer, évidemment. C'est la logique et on est dans une posture quand même militante, même si on essaye d'être objectivé le plus possible. Mais je crois que là, ces deux aspects, pas d'accompagnement social et pas de plaidoyer, c'est la force, en fait, il me semble, de trajectoire. Si ça marche, voilà. Donc, pour vous parler de l'étude, donc c'est une étude qu'on a menée pour le compte de l'UNICEF sur la question des mineurs non accompagnés qui vivaient dans plusieurs bidonvilles le long du littoral de la Manche, à Calais dans les environs. Donc c'est une étude qui a été réalisée entre janvier et avril 2016. Donc on voit aussi un temps très court. Du fait de ce temps très court, on a été obligé aussi de prendre, on va dire, en termes de méthodologie, des axes très forts. Je vais vous expliquer. Et c'était 7 bidonvilles répartis sur 3 départements. Donc les objectifs de cette étude étaient les suivants. Avoir un recensement assez précis sur une période donnée, 2 mois, du nombre de mineurs, de leurs conditions de vie, de leurs origines géographiques et des dynamiques, temps de séjour, parcours, ces choses-là. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que, objectivement, nous, on travaille beaucoup sur la question des bidonvilles, mais plutôt des personnes originaires d'Europe de l'Est. Quand on nous a commandé cette étude, objectivement, on ne faisait pas les malins d'aller voir ce qui se passait à Calais en se disant il y a un nombre d'associations et d'intervenants conséquent, et forcément les gens ont une vision de ce qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement que les gens étaient plutôt les accompagnants étaient dans une logique d'avoir une vision des familles ou des individus qui suivaient, mais n'avaient pas une vision globale de la situation. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est ce qui risque d'arriver, et c'est pas une critique évidemment, mais pour beaucoup de structures qui font de l'accompagnement, qui restent un peu dans cette logique d'accompagnement social, qui n'ont pas de vision globale des situations. Autre objectif, c'était développer une connaissance des mineurs en fonction des types de risques auxquels ils sont confrontés par groupe d'appartenance. Alors là, c'était vraiment de faire en fait une cartographie des jeunes originaires selon leur origine géographique, comment ils étaient répartis sur le terrain et les risques qu'ils pouvaient avoir tant sur le parcours migratoire que à leur arrivée en France. Et la dernière chose, c'était élaborer des propositions pour construire des réponses adaptées aux besoins, à la situation des différents groupes de victimes. Bon, l'idée à chaque fois que nous on fait des recherches, ce qu'on appelle des recherches-actions, c'est d'être le plus opérationnel possible. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui nous distingue des courants universitaires, c'est-à-dire qu'au-delà de donner une photo des situations, c'est essayer de proposer des choses effectivement qui pourraient fonctionner en termes d'accompagnement social, mais encore une fois, que nous on ne fera pas, qu'on pourra appuyer, mais qu'on ne fera jamais. Alors, sur les quelques résultats, d'abord méthodo, rapidement. Alors, l'idée au départ, c'était vraiment de faire une photo du nombre de mineurs présents, donc de cartographier les sites sur lesquels les mineurs ont été déclarés. Donc, c'était un premier travail qui était fait auprès d'acteurs associatifs qui pouvaient nous dire par terrain, voilà à peu près ce qu'on a comme type de population. Donc, vous allez voir après sur les terrains, on avait aussi des tailles très très différentes. Et puis après, on essayait donc d'identifier les origines géographiques, ce qui donnait une première cartographie. Et après, chaque site a été visité avec un traducteur. Je précise bien extérieur, très important, parce qu'on se rend compte aussi que sur le terrain, par commodité et aussi par urgence, on prend beaucoup de personnes qui sont déjà habitants du terrain et qui nous servent d'interprètes. Nous, c'est très clair, on essaie toujours d'avoir un traducteur extérieur pour éviter tout biais, c'est vraiment très important. Et après, on a utilisé la méthode de ce qu'on appelle l'échantillonnage, donc en fait de prendre parmi les groupes qu'on avait préidentifiés, de faire des interviews assez précises pour essayer de recueillir des informations, encore une fois, par profil géographique. Alors, c'était évidemment on avait élaboré une grille d'entretien unique qui reprenait, je vous laisse lire, les parcours migratoires, les causes de la migration, le projet migratoire initial et actuel, la situation administrative et les principaux risques liés à la situation. Alors évidemment, quand vous faites ce type d'entretien dans des bidonvilles, ces entretiens peuvent être que semi-directifs et assez ouverts pour éviter de faire un truc très administratif. Donc on est vraiment sur de l'échange, où on essaye de récupérer des informations les plus précises, mais encore une fois, on est dans une discussion assez libre avec la personne.
L'autre chose, c'est évidemment travailler dans un bidonville et faire des interviews dans un bidonville, c'est très compliqué, notamment au niveau de l'intimité. Très difficile, effectivement, de pouvoir isoler la personne des personnes qui sont autour, qui sont peut-être bienveillantes ou malveillantes, mais on ne sait pas justement le biais que ça représente. Mais ça, c'est effectivement une chose à prendre en compte quand on mène des entretiens. Et puis, les observations, très importantes sur les sites, pour mieux comprendre un peu les stratégies qui sont mises en place, soit entre les groupes, soit entre les mineurs même au sein des mêmes groupes d'origine géographique. Ça donne évidemment des clés de lecture. Alors, les 7 sites qu'on avait fait, donc c'est réparti sur 3 départements, mais en fin de compte, 4 départements étaient impactés par cette question parce que, en base arrière, j'allais dire, Paris était concerné parce qu'en fait, il y avait pas mal d'allers-retours de mineurs, mais je pense de migrants de façon générale, qui revenaient de Calais pour soit aller trouver de l'argent à Paris pour essayer de repartir ou simplement se reposer avant de retenter le passage. Donc on avait quand même des tailles très très différentes au niveau terrain. Là on ne ressort pas au niveau population. Évidemment Calais c'était à l'époque du gros bidonville, donc ça a pu monter jusqu'à 6 000, 7 000 personnes, jusqu'à des petits terrains comme Angres, où là il y avait une population très peu connue, vietnamienne, où là on était entre 40 et 200 individus. Donc on avait des échelles vraiment très différentes. 61 entretiens individuels et collectifs avec les mineurs ont été menés. Évidemment, les entretiens aussi avec les intervenants associatifs, qu'ils soient avec mandat associatif ou qu'ils soient sans mandat associatif, il y en avait beaucoup, et aussi également les bénévoles. Et puis des rencontres aussi avec les acteurs locaux. Et on a évidemment, en Grande-Bretagne, pardon, et on avait essayé aussi de rentrer avec les acteurs des pouvoirs publics, notamment des départements, certains qu'on a pu rencontrer, d'autres qui ont refusé de nous rencontrer tout simplement. Donc voilà, je vous ai déjà parlé sur ces sites. Je vais quand même essayer d'aller assez vite pour aller... Alors, de la conclusion, le nombre de mineurs présents, nous, qu'on a fait la photo présente, on considérait qu'il y avait 500 mineurs qui étaient répartis sur ces 7 terrains. Mais en flux, ça représentait 1500 mineurs qui étaient présents sur l'ensemble de ces terrains. Donc encore une fois, il faut distinguer flux et photo. L'âge de 11 à 17 ans, donc des très très jeunes. Nationalité afghane, égyptienne, syrienne, kurde, soudanaise, érythréenne, éthiopienne, koweïtienne, guinéenne et vietnamienne. Donc évidemment, un spectre très très large. La durée de vie sur les sites qui augmentait à quelques mois à l'époque à plus d'1 an. Pourquoi? C'était évidemment lié aux fermetures de frontières où le passage était encore plus compliqué et du coup les personnes restaient de plus en plus sur les sites, donc les sites, les bidonvilles. Bon, je vous ai retranscrit quelques parcours migratoires. C'était ça aussi l'intérêt de cette étude, c'était vraiment de mettre un peu, j'allais dire, une vision sur des choses qu'on entendait à l'époque, mais qui n'étaient pas très bien définies. Donc sur le parcours migratoire des Afghans notamment, sur ceux qui partaient d'Égypte, donc on voyait qu'il y avait 2 types de routes migratoires et effectivement on retrouvait les mêmes témoignages lors des passages en Libye que vous avez dans votre étude, évidemment. On avait aussi la question des Soudanais, pareil avec ce passage Libye, et on avait quand même aussi cette particularité, j'allais dire, des Vietnamiens qui étaient absolument pas connus à l'époque, je ne sais pas si c'est encore connu aujourd'hui, et qui avaient vraiment une route migratoire très particulière et aussi qui connaissaient des formes d'emprise vraiment très fortes. Bon, tout ça, je le passe rapidement parce que vous pourrez revenir dessus. Alors, les éléments de danger qu'on a retenus, évidemment, c'est sur la route migratoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été détaillé par Laura, notamment question Libye, on retrouvait exactement les mêmes choses. Le contrôle renforcé des frontières. L'emprise sur les terrains, donc l'emprise sur les terrains, c'était notamment l'emprise sur les bidonvilles. On s'en rendait compte d'une chose, c'est que c'était ça aussi qui était intéressant, de tordre le cou un peu à certains fantasmes et j'assume complètement mes propos, que certains compagnons avaient sur le terrain, en parlant d'une certaine solidarité entre les groupes différents ou même au sein des groupes. On voit que les choses étaient vraiment très différentes et que la réalité voulait qu'il y avait des formes d'emprise forcément qui s'exerçaient sur le terrain et que tout se monnayait, et notamment pour la question des mineurs. C'est-à-dire que soit on passait sur des corvées où en fait ils étaient chargés d'aller chercher plus d'eau que d'autres, ça pouvait aller à des sévices sexuels, enfin voilà, on avait vraiment des situations très urgentes sur le plan, sur le plan emprise sur les bidonvilles.
Les conditions de vie en soi sur les sites. Bon, je rappelle que à part sur Calais où quelques points d'eau avaient été installés, le reste sur notamment, je pense à un terrain qui était à côté d'Arnes, était où il n'y avait aucun point d'eau. Les personnes vivaient dans des trous d'obus qui avaient été faits pendant la Seconde Guerre mondiale pour s'abriter. Voilà, on avait vraiment des conditions assez dramatiques. Et ça avait été rappelé quand même par le Conseil d'État au moment où nous on intervenait à peu près. Et puis évidemment la question des prises en charge défectueuses. Très peu de prises en charge par les départements, alors que je rappelle qu'effectivement les départements, c'est quand même le chef de file en termes de protection de l'enfance, et qu'un mineur, qui soit français ou étranger, il doit être pris en charge s'il est en danger. Bon, évidemment, vous vous rendez compte que les prises en charge n'existaient quasiment pas. Autre élément, l'isolement. Évidemment, le fait qu'un mineur soit isolé sur un terrain constitue un risque, un élément de danger, mais on voulait aussi démontrer que simplement le fait d'être présent sur ce terrain, qu'il soit isolé ou pas, était un élément de danger au sens de l'article du Code civil, l'article 375, et que les mineurs sur ces sites devaient être protégés. Ce qui était, encore une fois, pas le cas. Des cas de déscolarisation, en fait, comme du fait que les mineurs restaient de plus en plus sur les bidonvilles, du fait qu'ils n'arrivaient pas à passer, eh ben, les jeunes, on n'avait pas de travail de scolarisation qui était proposé pour ces jeunes, et donc on avait de plus en plus de situations comme ça qui s'installaient dans la durée, où les jeunes, en fait, n'avaient aucune activité et se retrouvaient complètement déscolarisés. Le reste, santé mentale, violence physique, violence sexuelle, encore une fois, mes collègues en ont parlé, et c'est évidemment des choses qu'on retrouvait avec quand même ce focus sur la santé mentale qui était très important à prendre en compte, qui est peu pris en compte encore aujourd'hui, il me semble, alors que c'est un élément assez important parce qu'effectivement on a des phénomènes du fait en plus que les jeunes et les migrants de façon générale restent de plus en plus sur ces bidonvilles, on a effectivement des phénomènes de décompensation assez fortes. Bon, ça je vous l'ai dit un petit peu rapidement sur le fait qu'on a eu 3-4 départements impliqués, peu de conseils départementaux qui s'impliquaient. On avait évidemment ce constat qui rendait la prise en charge compliquée, c'est qu'on avait une mobilité très forte des mineurs au-delà des frontières administratives. Évidemment, et c'est ça qui pose aussi question, c'est que ce sont des jeunes qui sont mobilités. Or, encore une fois, ce sont les départements qui doivent les prendre en charge quand ils apparaissent sur leur territoire. Or, ces jeunes dépassaient effectivement le cadre de frontières administratives, parce qu'on a encore le cas pour d'autres mineurs, mais qui était une vraie réalité. Autre situation, le cas de réunification familiale, vous avez peut-être dû entendre parler dans le cas de Dublin. Vous pouvez effectivement faire de la réunification familiale. À l'époque, quand nous on était intervenus, il y avait eu 2 cas qui avaient été opérés sur 300 demandes, il me semble. Bref, c'était complètement inopérant et complètement inefficace, alors que même c'était prôné par la France en disant il y a des cas de réunification légale qui existent. Dans les pratiques, c'était complètement inopérant. Et puis l'autre aspect, le cas de protection des victimes de traite des êtres humains, qui était complètement ignoré, et des pouvoirs publics, mais également des accompagnants qui accompagnaient sur le terrain, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. C'est-à-dire qu'il y avait plein de situations, encore une fois, d'emprise qui s'exerçaient sur les bidonvilles, de mineurs qui étaient particulièrement en danger, mais très peu d'interventions associatives sur le sujet, parce qu'un énorme tabou, clairement, sur ce sujet. Et puis je crois aussi du fait du quotidien de l'urgence humanitaire qui fait que c'est très difficile effectivement de percevoir et d'agir sur ces situations. Alors peut-être pour finir, donc effectivement prise en charge départementale défaillante, je l'ai dit, une présence associative citoyenne et militante parfois peut former la prise en charge des mineurs non accompagnés, et méconnaissant les schémas de traite, je viens de le dire, mais également de simplement de protection de l'enfance, avec quand même, pour pas se mentir, une grosse difficulté notamment du fait de l'intervention de militants anglais, pour pas les nommer, qui pouvaient être très difficiles de coordonner sur le terrain et qui rendaient du coup l'action associative de façon globale assez inopérante, notamment à Calais. Et puis la difficulté d'accroche dans les bidonvilles auprès des jeunes. Alors, pour finir sur les enseignements, ce qui était intéressant, c'est qu'on tendait aussi le coup à certaines réalités. Rappelez-vous, à l'époque, c'est un peu le discours encore aujourd'hui, les pouvoirs publics vous disent « Oui, bon, ces jeunes, on voudrait bien les prendre en charge, mais ils ne veulent pas, ils sont en transit, ils veulent partir. » Nous, des entretiens qu'on a menés auprès des jeunes, très peu en fait avaient comme objectif la Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne venait par défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait, les passeurs leur disaient qu'il fallait aller en Grande-Bretagne et qu'il y avait un énorme business qui se développait là-dessus. Je vois des têtes. Très bien, ça pourrait être un échange. Je vous assure que ça faisait partie très peu, avait la capacité d'identifier soit un membre de la famille, soit simplement des amis en Grande-Bretagne, soit simplement une ville dans laquelle ils voudraient aller. Effectivement, ça restait plutôt du mythe, du rêve, du passage, et que ces personnes, ces jeunes, étaient du coup en transit parce que surtout, il y avait très peu de choses proposées sur le territoire français en termes de prise en charge. Et c'était ça, en fait. Par défaut, ces jeunes, effectivement, se projetaient beaucoup sur la Grande-Bretagne. Donc c'était intéressant aussi de remettre ces éléments vis-à-vis des pouvoirs publics, de dire, OK, c'est peut-être des jeunes en transit, mais que vous avez construit, vous, ce transit, parce que par défaut du fait que vous ne leur avez pas proposé des prises en charge efficaces. La deuxième question, effectivement, c'était avec quelle protection, notamment sur la question des victimes de traite, j'en ai parlé, qui n'étaient pas du tout pris en charge. Et puis, de l'idée aussi de sortir un peu de ce mythe, où à l'époque, en fait, on pensait qu'il fallait absolument sortir les jeunes du bidonville pour pouvoir les placer dans une structure qui se trouvait à 30-40 km en dehors de Calais. Évidemment, c'était complètement inefficace. Les jeunes qui acceptaient la prise en charge, ils restaient une nuit, 2 nuits maximum pour prendre une douche et repartaient évidemment sur le bidonville. Donc l'idée, c'était aussi de dire, voilà, c'est un élément qui existe, c'est une réalité. Vous, pouvoir public, prenez cette réalité en compte et mettez en place des choses, des systèmes de protection qui prennent en compte cette réalité, notamment en prenant en charge directement sur le site ces jeunes, pour qu'effectivement, il n'y a pas une rupture marquée avec le bidonville qui reste, encore une fois, un élément de danger, mais qui est aussi, paradoxalement, un élément de solidarité et de repère pour ces jeunes, quoi. Voilà, j'ai mené un peu à tambour-bâton. Mais Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Cette présentation qui illustre, encore une fois, la situation d'errance, hein, je pense que tu as décrite pour ces jeunes. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de clarification, de compréhension? Monsieur, merci. Que j'ai vu beaucoup hocher la tête. Oui, non, c'est juste par rapport à votre... Enfin, j'ai travaillé comme bénévole avec Médecins du Monde dans les maraudes médico-sociales sur Calais à la même époque. Bon, je suis un petit peu surpris par... Enfin, merci beaucoup pour votre étude, mais je suis par rapport le UK par défaut chez les mineurs, c'est vrai que ça paraît un peu surprenant quand vous le dites comme ça, parce que... Bon, un des objectifs de Médecins du Monde était justement de dépister, entre guillemets, les mineurs qu'on accompagnait sur le bidonville. Et ceux qu'on croisait, il y en avait qu'on croisait quand même, on les voyait. Et ceux qui croisaient refusaient souvent les hébergements. C'est le Secours catholique, je crois, qui avait un foyer d'accueil. Ils refusaient d'y aller pour ne pas être éloignés du camp et parce qu'ils étaient intégrés à des groupes de jeunes un peu plus âgés qu'eux, mais dont l'objectif était de passer en Grande-Bretagne. Et voilà, donc Enfin, pour ma part, les mineurs que j'ai rencontrés avaient ce souhait de passer, même s'ils étaient peut-être pas de leur propre volonté, mais parce qu'ils étaient intégrés à des groupes d'un peu plus anciens qui les coachaient, oui. Bah, en fait, vous avez un peu la réponse en me disant ça, quelque part. Du coup, c'était de savoir effectivement quel était le discernement du jeune et la capacité ou la volonté de pouvoir effectivement s'exfiltrer. Après, je dis pas que c'est forcément négatif, mais nous, dans le constat, c'est que déjà par rapport aux nationalités que je vous ai présentées, à part les Afghans, qui avaient peut-être des objectifs un peu plus précis, parce que du fait qu'ils avaient aussi de la famille présente en Grande-Bretagne, le reste des populations, la nationalité, il me semble... Certains s'inventaient visiblement de la famille. Voilà, non mais c'est ça. Et du coup, c'est ça aussi qui était intéressant de remettre en perspective. C'était encore une fois que, objectivement, et je pense aussi au terrain de Grande-Synthe de la Linière à l'époque, nous, beaucoup de jeunes nous ont apporté comme à l'époque, il n'existait pas le terrain, c'est une autre étude qu'on a faite. Beaucoup de jeunes nous parlaient de l'emprise des passeurs qui les obligeait effectivement à au moins essayer le passage. Et ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est aussi la posture. Pardon d'insister, mais en termes d'accompagnant et de simplement quand vous faites du diagnostic, peut-être aussi que le jeune peut être aussi dans un discours qui peut être aussi approprié par rapport à l'accompagnement. C'est pas une critique, hein, encore une fois, parce que c'est chacun une posture, mais je pense que du coup, elle est complémentaire par rapport à une personne qui peut être dans une posture de voilà, raconte-moi un peu, j'ai rien à te proposer en échange. Je ne suis pas là pour te proposer un accompagnement, mais peut-être je suis là pour effectivement écouter sur un parcours migratoire différent. Et encore une fois, sur l'accompagnement, c'est peut-être difficile d'avoir ce discours parce que aussi, en termes de temps et d'urgence, qui est une vraie urgence ici, l'accompagnement, des fois, il est difficile de simplement se poser et de pouvoir recueillir ces éléments un peu objectivés, j'allais dire.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une deuxième question? Oui, Philippe Luvinage, médecin bénévole. J'ai été sur Calais il y a 10 ou 12 ans, donc sur le plan historique, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je crois que les choses ont beaucoup changé, peut-être parce que l'accueil s'est quand même amélioré en France, peut-être parce que les noyades, etc., ont calmé certains esprits, mais à l'époque, vraiment, dans notre expérience, il y a 12 ans, encore une fois, c'était vraiment le Royaume-Uni l'objectif, quoi. Je suis d'accord avec vous, c'est entre ce qui est affiché et la réalité. Je pense qu'encore une fois, il y a des choses qui... et encore, enfin, désolé d'insister, mais c'est aussi par rapport au pouvoir public qui utilisait énormément cet argument en disant, encore une fois, on ne peut pas les prendre en charge, ils sont en transit. On voudrait bien, mais ils ne veulent pas rester. Bon, là, ça permettait de tordre aussi le cou à certaines réalités. Puis aujourd'hui, la situation, bon, bah, on le voit, de toute façon, on ne se pose même pas la question, parce que le transit est créé dès les conditions en France, où en fait, à l'époque de Calais, il y avait quand même une stabilité du bidonville, enfin une stabilité avant l'expulsion. Aujourd'hui, clairement, c'est la grosse problématique en termes, et pour nous aussi, d'intervenir sur le plan d'une étude et pour les structures qui font l'accompagnement. C'est aujourd'hui qu'il y a une telle mobilité qui est due en fait aux violences policières qui s'exercent et qui favorisent cette errance. Et aujourd'hui, comment effectivement pouvoir accompagner ce public et aller vers ce public, parce qu'aujourd'hui, il est dans une mobilité extrême. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas ça, parce qu'il y avait à peu près une stabilité. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et pour ces éclaircissements. Pour clôturer les discussions, avant de donner un peu plus la parole à la salle, donc je passe le micro, enfin Alex, je veux bien que tu passes ton micro, à Yves Pasco, qui va nous proposer une petite analyse finale. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les présentations et merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve qu'il y a un certain paradoxe à me qualifier de grand témoin. Quand on mesure 1m72, on n'est jamais un grand témoin. Mais on n'est pas un paradoxe près, qui plus est dans ce domaine. Je pense que ce qu'on a entendu ce matin en est la démonstration. On sait que les violences existent, mais au mieux, on y était très indifférent. Et au pire, on a cherché pendant longtemps, et on cherche encore aujourd'hui, à invisibiliser cette violence, notamment par un ensemble de logiques qui visent à faire en sorte que le parcours migratoire soit le moins présent sur notre territoire et le plus présent sur le territoire des autres, au-delà de la Méditerranée. Et finalement, tant qu'on ne voit pas ces violences-là, tant qu'on ne les a pas sous ses yeux, c'est invisible et elles n'existent pas. Or, ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. Ce qui me conduit en fait à un mot qui est revenu à mon esprit, à la fois parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps dans ce livre qui a été écrit par Pierre Verberen et François Gémen, Au-delà des frontières, et dans le cadre des travaux qu'on avait fait avec Pierre Verberen, le directeur général de Médecins du Monde Belgique, c'est l'écœurement. L'écœurement parce que les études qu'on a vues ici et qu'on peut lire par ailleurs laissent ce sentiment amer d'écœurement face à la violence qui est exercée sur des êtres humains tout au long du parcours migratoire. Et le dernier exemple qui est donné sur des enfants de l'âge de 11 ans, il y a vraiment cet écœurement qui revient de manière régulière par rapport à tout ce qu'on peut entendre, à cette réalité qui est d'une violence absolument inouïe quand on entend des témoignages de personnes qui sont arrivées en France, alors à Nantes, là où je vis, ou ailleurs, et ces femmes qui ont totalement intégré que le viol faisait partie du parcours migratoire. Je trouve que c'est d'une violence absolument inouïe. Et ça pousse effectivement à avoir ce mot à l'esprit. Et c'est un mot qui est revenu aussi dans le cadre des travaux qu'on avait réalisés avec Pierre Verberen dans le cadre du projet EVAM, dont vous avez une brochure ici qui s'appelle Ending Violence Against Migrants. Et je me rappelle très bien, à un moment donné, quand on a lancé le projet avec Pierre, on a fait plusieurs réunions de travail, et un week-end, Pierre nous dit je vais passer le week-end à essayer d'identifier toutes les violences qui peuvent exister sur le parcours migratoire. Et le dimanche midi, il m'a appelé, il m'a dit écoute Yves, j'arrête, je suis écœuré, j'en peux plus de voir le nombre, la quantité de violences qui peuvent être recensées sur un parcours migratoire. Donc je crois que s'il y a un terme qui peut effectivement résumer, si tant est qu'on puisse tâcher de le résumer, cet élément-là, c'est peut-être celui-ci. Mais bon, finalement, puisqu'il me revient à la tâche de conclure, il y a peut-être quelques éléments
d'espoir ou positif à prendre en considération, c'est que finalement ce phénomène qu'on a cherché pendant très très longtemps soit à ne pas regarder ou au pire à invisibiliser n'est plus invisible. Il y a de plus en plus d'études qui existent. Les études qui ont été présentées ici le démontrent. Et il y a des voies d'action. Alors je ne suis pas là pour faire la réclame du projet Ending Violence Against Migrants, mais c'est peut-être un élément qui nous est apparu avec Pierre Verberen assez intéressant. Juste pour faire la genèse du projet, hein, c'est un projet qui est né dans une cuisine en Belgique, et dans une cuisine en Belgique, il y a toujours une bière entre deux personnes qui discutent. Et on discutait avec Pierre, et Pierre me dit il faut qu'on arrive à établir des politiques migratoires sans violence. Et je lui dis attends, répète. Et je lui dis mais on a quelque chose, il faut qu'on arrive à porter quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né ce projet, et il a continué. On a réussi à réunir un ensemble de personnes autour du projet pour y réfléchir, et pas des moindres. Hein, plusieurs professeurs de droit nous ont accompagnés. Même à l'époque, Antonio Vitorino, le désormais secrétaire général de l'organisation de l'OIM, est venu discuter avec nous de cette question-là. Et beaucoup considéraient qu'on avait un projet qui était peut-être un projet de doux rêveur, mais pour ceux qui connaissent Pierre, ils savent qu'il a du mal à lâcher le morceau, et quand il a une idée en tête, il n'a pas ailleurs. Et moi, c'est pareil, je viens du Pays Basque. On s'est dit non, il faut qu'on continue, il faut qu'on arrive à trouver les choses et à inverser les réalités. Parce que politique migratoire sans violence, ça voulait dire qu'on ne s'adressait qu'aux autorités publiques, et qu'on n'identifiait que des responsables qui relevaient des autorités publiques. Et au fur et à mesure de nos discussions, on s'est dit, mais finalement, qui peut être acteur du changement ? Eh bien, chacun d'entre nous peut être acteur du changement, et c'est ce qui nous a permis à un moment donné de renverser la chose, et ce qui nous permet finalement de parler aujourd'hui de manière de plus en plus importante de ce phénomène. Parce que ce soit des études qui sont menées par des organisations comme les vôtres, que ce soit des syndicats, que ce soit des présidents d'entreprises, des communes, des municipalités, des hôpitaux, tout le monde est en capacité aujourd'hui de se dire il n'est plus possible de vivre dans une société dans laquelle les migrants, parce qu'ils sont migrants, sont l'objet de violences systématiques, récurrentes, du début à la fin de leur parcours. Qu'elles soient physiques, psychologiques ou autres, ces violences-là doivent être au pire réduite, au mieux éliminée. Et comment est-ce qu'on fait ? On fait en sorte que chacun soit conscient dans son cadre d'activité et de vie, d'être en capacité d'identifier ces violences, de produire un plan d'action pour que ces violences-là soient éliminées ou voire réduites sur un temps déterminé, et qu'on puisse tous, chacun à notre niveau, mettre notre pierre à cet édifice, parce que si on commence ou si on continue à essayer d'attendre des pouvoirs publics qu'ils se mobilisent sur cette question-là, il est probable qu'on attende longtemps. Parce que moi je vois une différence tout à fait significative entre la décision politique, qui est une décision pour la totalité des habitants d'un pays ou d'une région, et donc les logiques de nombre, et la réalité du quotidien, qui est une logique d'individualité. Dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de médecins, on voit ces individualités, et on voit se matérialiser ces violences qui existent, qui sont subies et infligées de manière régulière. Et c'est peut-être aussi à partir du niveau individuel qu'il faut inverser la chose et tâcher de faire en sorte que demain, on puisse collectivement marcher vers une société dans laquelle on arrête de considérer qu'il soit normal, ou à tout le moins indifférent, que certaines catégories de personnes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la bonne nationalité, puissent être l'objet de violences de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup Yves pour cette conclusion. On a une petite dizaine de minutes pour avoir un échange avec la salle, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions aux intervenants.
On va être ouvert aux commentaires aussi. Ça va être très bref. C'est à propos des amis belges et de ce que j'ai connu à Calais toujours il y a 12 ans. Et c'était l'époque héroïque d'Éric Besson, et il y avait des descentes sur la jungle à l'époque quotidienne avec des gaz en quantité industrielle, et non seulement les gaz, mais les incendies de tentes qui faisaient qu'on avait un pourcentage de lésions ophtalmo qui passait quasiment à la chronicité à cause de la répétition des actions. Et il ne m'a pas semblé que vous évoquiez, alors est-ce que c'est une violence policière? Est-ce que vous aviez beaucoup de consultants sur le plan ophtalmo? C'est la question. On prend peut-être une deuxième tout de suite. Ouais. Deuxième question. Bonjour. Ou commentaire. Bonjour, Céline. je m'appelle Céline, je travaille à Médecins du Monde. Je vous remercie vraiment l'ensemble des intervenants et intervenantes. J'ai une question qui n'est pas provocatrice, mais vraiment pour le débat. Du coup, c'est quoi des politiques migratoires sans violence? Parce que je comprends que cette initiative-là, elle vise à dépasser les clivages vis-à-vis des politiques migratoires, mais j'ai l'impression que c'est justement l'illégalité qui crée les conditions des violences vis-à-vis des personnes en général. Et donc, du coup, j'aimerais savoir quelle est votre vision derrière ça. Juste, j'avais une curiosité sur la problématique des mineurs vietnamiens. Quelle est leur problématique de départ ? Oui, j'avais une question par rapport aux freins des départements à ne pas intervenir ou à peu intervenir. Alors moi, c'est pas tout à fait une question. Hein. Je suis Mounir Ghana, je suis médecin psychothérapeute. Franchement, merci pour vos interventions. Merci à Médecins du Monde parce que ça me rend fier de mon serment et le serment que plein d'entre nous ont fait dans cette salle. Mais vraiment, merci. Moi, je me demandais s'il y avait des personnes du COMED, de France Terre d'Asile ou du CPOA dans la salle. Non. Voilà, ça répond à nos questionnements. Hein. Et oui, un petit peu. Je profite de l'occasion, je suis désolé. En tous les cas, tout simplement, merci et bon courage pour la suite. Je précise que vous avez cité des personnes qui sont nos partenaires et avec qui on travaille de manière en bonne intelligence. Ouais, ils peuvent avoir d'autres choses à faire un vendredi matin. Je pense que le COMED fait partie de l'ODSE avec Médecins du Monde, Observatoire aux droits de santé des étrangers, avec qui on mène des combats au quotidien. Moi, je pense que voilà. Merci. Oui, moi je voudrais savoir ce que vous pensez globalement du fameux test qui vient d'être accepté par le Sénat, qui fait la différence entre les mineurs non mineurs sur l'histoire des os, du cartilage, etc. Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question par curiosité par rapport à la présentation qui avait été faite au début sur les violences policières. Je voulais juste savoir s'il y avait eu derrière, pour certaines de ces violences, des poursuites des auteurs. Je voulais signaler que un rapport vient de sortir sur l'état de l'aide sociale à l'enfance en France, qui ne concerne pas que les enfants, les migrants. On dénonce un désengagement total, mais qui n'est pas récent à mon avis. Hein. Et les mineurs sont de moins en moins accompagnés, et les jeunes majeurs, alors là, on n'en parle plus. Hein. Merci beaucoup. Je propose peut-être qu'on passe la parole aux intervenants pour répondre aux différentes questions. Peut-être MDM Belgique, Louisa et Stéphane, sur la question des types de violences posées par Philippe Luvinage. Oui, sur les lésions ophtalmiques. Alors, actuellement, en Belgique, ce n'est pas une réalité qu'on a observée. Actuellement en Belgique, c'est pas une réalité qu'on a observé, les lésions ophtalmiques, et pas dans les pratiques policières non plus. D'autres choses ont apparu, notamment des pratiques de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'on chasse les migrants d'un spot à l'autre, et donc du coup on a eu par contre des consultations pour vraiment des cas de fatigue avec toute la symptomatologie clinique qui va avec, en ce compris quand même des choses assez graves comme des migraines, comme des problèmes cardiaques. Enfin voilà. Donc ça change en fonction des pratiques policières.
Peut-être sur la question de Ending Violence Against Migrants, mais tu me compléteras. Alors évidemment, on n'est pas naïf. La politique migratoire est clairement un facteur extrêmement violent. Mais pour re-rentrer dans un dialogue, comme dit un peu Yves, on remet un peu les conséquences sur l'individu. Et c'est vrai qu'en parlant violence, notamment avec la police, on se met dans un niveau où lui aussi veut faire diminuer la violence. Et donc on se remet dans une position où on arrive à dialoguer avec des corps de police pour travailler avec eux. Alors, sans être naïf, mais globalement, ça permet ce dialogue et ça permet clairement aussi de prendre action sur de diminuer des rafles, des confiscations individuelles et des choses très très concrètes quand même qui ont un impact sur l'individu. Merci. Oui, juste compléter. Le projet a changé de nom parce que désormais c'est Ending Violence Against Migrants. Et le début c'était politique migratoire sans violence. Une politique migratoire sans violence, c'est une politique migratoire qui prend conscience qu'elle peut potentiellement être facteur de violence excessive ou disproportionnée. Il y a toujours dans le rôle de l'État et dans la sécurité qui est assurée par l'État au bénéfice de ses citoyens, disons-le assez généralement, la possibilité d'avoir des actions violentes. C'est la légitimation de la violence. Mais cela étant dit, à partir du moment où on considère que le rôle de l'État est aussi d'assurer la protection des personnes, son rôle est de considérer que sa propre politique puisse être elle-même génératrice de violences inutiles, excessives ou disproportionnées. Et il y a toute une série d'exemples comme ça qui peuvent être mis en considération. Est-ce que la rétention systématique des personnes est nécessaire? Non. Et pourtant, cette rétention-là est un facteur de violence physique, psychologique, et qui en plus se répercute sur le long terme. Notamment, c'est tout à fait contre-productif quand on regarde ça sur du long terme avec une logique d'intégration. Donc on a véritablement des capacités d'intervention. Il y a toute une série d'exemples dans un certain nombre d'États. Par exemple, l'intervention de la police. On a au Canada des quartiers dans lesquels on a dit à la police, ou même de manière générale, on a dit à la police, comme le font les médecins d'ailleurs, vous ne contrôlez pas l'identité des personnes. Votre travail, c'est d'assurer la tranquillité publique. Donc s'il y a un problème dans un quartier, que la personne soit en situation régulière ou irrégulière, ce n'est pas votre problème. Vous êtes là dans une situation de menace à l'ordre public ou de danger pour établir une situation en termes normaux. Donc ce qu'on appelle les pare-feux, qui n'existe pas par exemple en France, eh bien, on peut avoir des situations où des personnes se retrouvent dans une situation de danger et elles n'appellent pas précisément les services de sécurité parce qu'elles ont peur à l'issue de l'intervention des services de sécurité d'être en plus contrôlées et ensuite rentrer dans une procédure d'éloignement. Eh bien, dans un certain nombre d'États, on dit stop, il n'appartient pas à la police comme il n'appartient pas aux médecins de contrôler l'identité des personnes. L'objectif de votre action, c'est d'assurer la sécurité et la salubrité publique. Peu importe. Donc il y a toute une série de dispositifs qui permettent en réalité de diminuer de manière immédiate et significative des violences qui sont exercées sur des personnes. Donc c'est ça des politiques migratoires sans violence, ce sont des politiques qui arrivent à faire leur auto-évaluation, l'identification des points sur lesquels les politiques migratoires, c'est-à-dire la politique publique, peut générer des violences et cette évaluation-là qui doit mener à un allègement, une réduction, voire même une élimination d'un certain nombre de violences qui sont exercées, qui ne peuvent pas être exercées. Alors, sur la question des mineurs, parce que j'ai cru comprendre que c'était moi qui allais répondre, sur la question des Vietnamiens, alors, il y a les tests aux œufs vietnamiens, j'ai noté, et aide sociale à l'enfance. Oui, frein des départements, oui. Voilà, c'est ça. Donc, commençons par le vietnamien, pour le côté un peu exotique, on va dire. Alors, effectivement, le vietnamien, c'était pas connu. Pourquoi les raisons du départ? Ça, je peux pas vraiment vous le dire. Qu'on a fait les entretiens, on a noté que c'était pour des raisons économiques, mais ce qu'on a surtout noté, vous allez me dire que je fais un peu un blocage là-dessus, ce qui est vrai. Clairement, là, on était vraiment sur d'une forme très organisée de traite des êtres humains, où en fait il y avait un terrain, alors c'était pas la collectivité ni forcément les bénévoles qui géraient ça, mais il y avait un terrain qui était mis à disposition par les collectivités pour que les personnes aient un habit
humanitaire correct, on va dire, et géré par des bénévoles. Tout ça derrière était organisé vraiment par un truc très structuré. L'objectif était pour le coup la Grande-Bretagne, où les filles travaillaient dans tout ce qu'on appelle, a priori officiellement dans tout ce qui était pour les ongles, manucure, tout ça. Je mets du guillemets, bien sûr. Et les garçons travaillaient dans les fermes de cannabis qui étaient énormément développées en Grande-Bretagne à l'époque. Ça représente, pour mémoire, 80% du cannabis est fabriqué par les Vietnamiens en Grande-Bretagne. Et donc, c'était la particularité, effectivement, de ce business, et où on avait des entrées régulières, mais ils passaient pas par les passeurs, j'allais dire, classiques qu'on retrouvait à Calais. C'était notamment, a priori, plutôt des pêcheurs qui dealaient du côté de Boulogne et qui les passaient sur les petits bateaux. Mais c'était un truc très organisé, et le passage était payé quand même par les migrants qui devaient rembourser en travaillant, ce qui est d'ailleurs la grosse problématique aussi aujourd'hui sur la route migratoire, quand vous empruntez pour pouvoir financer votre voyage en Europe. Évidemment, les personnes qui arrivent ici, après, doivent rembourser la dette, et qui, évidemment, peut être variée selon le type de dette qui a été contractée. Donc ça, c'est sur la question des Vietnamiens. Sur la question de l'aide sociale à l'enfance et les freins, bon, bah, je ne vais pas vous dire, effectivement, vous connaissez le truc, j'allais dire, un peu par cœur. Alors, à l'époque, on n'était pas dans la clé de répartition qui est mise en place aujourd'hui. Juste pour le rappel, les aides sociales à l'enfance doivent prendre en charge les mineurs, qu'ils soient étrangers ou français, qui sont en danger. Donc un des critères, c'est l'isolement. Mais sur la question des mineurs étrangers, en fait, c'est que ce critère qui est pris en compte, alors qu'on pourrait considérer, encore une fois, que simplement les conditions de vie pourraient être un élément de danger. Alors aujourd'hui, il y a une clé de répartition parce qu'à l'époque, 5 départements, donc Paris, Bouches-du-Rhône, 93 et... Pas-de-Calais et le Nord critiquaient le fait qu'ils étaient plus impactés que les autres départements parce qu'ils recevaient plus de mineurs en première ligne, j'allais dire. Et du coup, maintenant, vous avez une clé de répartition qui fait que, selon le nombre de jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, depuis, objectivement, ça a beaucoup augmenté, le nombre de mineurs présents sur le territoire. Et effectivement, la prise en charge des départements, ça dépend des départements, mais de façon globale, effectivement, on est sur une chose assez catastrophique, notamment, je pense, sur le fait que les départements n'ont pas de vision sur notamment l'attribution des titres de séjour, et du coup, quelque part, ne misent pas aussi sur ces jeunes sur le plan de formation, parce qu'à 18 ans, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, parce qu'il n'y a pas un truc automatique de prise en charge aide sociale à l'enfance égale titre de séjour. Et enfin, la dernière chose, sur l'expertise osseuse, bon, effectivement, bon, ça c'est un vieux marronnier qui existe depuis des années. Est-ce que l'expertise osseuse est légale ou pas? Je rappelle la loi. Première chose, c'est avant expertise osseuse, c'est les documents administratifs qui priment. Ça, c'est la règle, sauf que c'est très peu pris en charge, accepté par l'aide sociale à l'enfance, et même, du coup, par les procureurs. Petite illustration, aujourd'hui, la première nationalité prise en charge pour les mineurs non accompagnés, ce sont les mineurs guinéens. Or, la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, donc le ministère de la Justice, considère que 90% des documents fournis par les mineurs sont illégaux. Donc passe par l'expertise osseuse qui va forcément les reconnaître comme majeurs parce qu'il y a une marge d'erreur assez importante, notamment de plus de 2 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, là, par rapport à cette question combinée par rapport à l'expertise osseuse, fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés comme mineurs avec des documents. Ces documents sont refusés parce qu'on les considère comme faux. Ils passent à l'expertise osseuse, sont considérés comme majeurs et du coup derrière sont poursuivis pour faux et usage de faux. Et du coup considérés comme majeurs, et derrière, case rétention, voire prison, avec mesure d'expulsion, je ne parle pas de reconduite à la frontière, mesure d'expulsion. Donc on voit qu'aussi que la logique est qu'on veut vraiment écarter la question de la minorité, parce qu'on a une obligation de prise en charge, c'est clairement inscrit dans la loi de 2007, et que, bah, évidemment, c'est pas la même chose si vous êtes mineur que majeur, et donc on essaye évidemment au maximum de le faire reconnaître comme majeur, et donc de faire de la reconduite à la frontière. Et juste pour finir, on essaie même aussi pour la question des mineurs simplement aujourd'hui de faire de la reconduite à la frontière alors que c'est complètement illégal. Je pense aux tentatives qui avaient été mises en place sur les accords franco-marocains sur la question des mineurs marocains et il y a quelques années sur la question des franco-roumains. Voilà. Merci. Alors moi je vais juste compléter une petite chose sur la question des mineurs non accompagnés, sur les défauts de prise en charge par les départements. La clé en fait au départ c'est la question de l'évaluation, puisque il y a non seulement la question de la répartition, mais il y a aussi beaucoup de départements qui ne prennent pas en charge les jeunes parce qu'ils vont évaluer que ce ne sont pas des mineurs. Donc la question du test osseux, elle est complètement en lien avec ça, mais on conteste nous à Médecins du Monde la manière dont les évaluations sont menées et même le fait que l'évaluation puisse être
menée de manière objective. Et sur les tests osseux, Médecins du Monde a été partie prenante de la décision, enfin de la question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel récemment. Parce que vous faites allusion, je pense, à cette décision qui est celle du Conseil constitutionnel, qui en fait a reconnu, a considéré que les tests osseux étaient conformes à la Constitution, et tout en les encadrant, tout en considérant qu'il y avait un certain nombre de conditions à respecter. Et ce que nous, on a dit avec une quinzaine d'autres associations, c'est que ces tests étaient subjectifs, n'étaient pas fiables, et donc ne pouvaient pas être considérés comme une méthode objective pour déterminer quelque chose d'aussi important que la minorité, puisque c'est ça aussi qui déclenche l'accès aux droits des personnes. Donc c'est, on va dire, un combat perdu, temporairement, on l'espère, mais les associations qui travaillent sur la question des mineurs accompagnés restent très mobilisées sur la question des tests osseux. Et la communauté médicale dans son ensemble a en général toujours invalidé la fiabilité des tests osseux, en considérant que la marge d'erreur était trop grande pour pouvoir être considérée comme le seul, comme une validation unique de la minorité. Voilà, si tu peux, pour finir sur cette question. Vu que vous avez déjà pris la parole, si c'est allez-y, mais c'est en lien avec ce qui se passe actuellement. Effectivement, avant d'arriver au test osseux qu'on rejette complètement comme critère, actuellement, ce qui se passe pour les jeunes mineurs isolés en France, c'est un quart d'heure d'entretien à Jaurès, et la personne qui n'a aucune formation particulière juge de la minorité ou pas d'un jeune. Ça dure un quart d'heure à Jaurès. Donc ça, c'est la réalité des choses. Je vous propose de vous reporter aux nombreux rapports qui ont été produits par des ONG, Médecins du Monde, mais aussi MSF ou Human Rights Watch sur ces questions-là, qui ont beaucoup documenté ces questions. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Nicolas pour conclusion. Il y avait une question sur la suite une question. Ah oui, pardon, sur la poursuite suite aux violences policières. C'est très court, parce qu'il y en a, malheureusement, il n'y a personne qui a été jusqu'au bout du processus. Et même pire, et c'est quelque part des impacts négatifs de ce rapport, c'est que le comité P, ce rapport ayant été public, le comité P a fait un contre-rapport. Donc le comité P, c'est le service public de contrôle des polices, en quelque part minimisant notre rapport et en estimant qu'il n'y avait pas de violence quelque part systématique de la police par rapport aux migrants. Il faut savoir qu'en Belgique, je ne connais pas la législation française, mais on ne peut pas garantir aux personnes qui portent plainte, si elles sont en défaut de papier, que leur dossier ne va pas être transmis ensuite à l'Office des étrangers, donc ils ne seront quand même pas poursuivis pour le fait de ne pas avoir de papier. Donc la question fait que c'est difficile d'encourager les personnes, parce qu'on n'a aucune garantie en fait. C'est possible qu'ils ne le fassent pas, mais c'est possible qu'ils le fassent. Donc pour nous, c'est difficile d'encourager ça. Merci, c'est un éclairage important. Merci Louisa. Et Stéphane, et merci à tous les intervenants. Je passe la parole à Nicolas pour cette... Oui, j'ai juste 3 remerciements qui sont importants aussi. Donc, tout d'abord, cette table ronde et Nathalie qui a beaucoup travaillé sur ça. Vous nous relatez effectivement une tragédie. Et je ne sais pas, certaines pensent que la tragédie peut être vecteur de changement. En tout cas, peut-être dans ce cas, je l'espère. La deuxième remerciement, c'était pour toute la direction com, je ne vais pas nommer parce que forcément je vais oublier quelqu'un ou plusieurs, et je suis très mauvais dans ça, qui ont organisé la salle, les médias, la fondation et tout ça. Grand merci. Et aussi pour l'équipe de CASO, de Laura, et une interne en santé publique qui fait beaucoup de ces entretiens au CASO et avec des médecins, et qui ne sont pas forcément des situations toujours faciles. Merci.